TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore une fois, une nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à la crise du Qatar, surtout après hier. La réponse négative qui était attendue de la part du Qatar, attendue chez les ministres arabes des Affaires étrangères, à savoir l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn également. La situation aujourd'hui est toujours un peu incompréhensible. Qatar n'a qu'une seule réponse qui affirme qu'elle ne s'est pas conformée, en fait, il ne s'est pas conformé aux 13 demandes qui ont été soumises par les 4 pays, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn, parce qu'elle pourrait peut-être, ou prétendent, le Qatar prétend plutôt que ces demandes visent un peu à empiétiner en fait sur la souveraineté du Qatar. C'était donc une des réponses qui était aussi attendue de la part du Qatar. Et la situation aujourd'hui reste toujours un peu vague après le communiqué hier qui s'est fixé ou axé plutôt sur 5 et 6 piliers importants, toujours les mêmes engagements de ces pays arabes face aux accords, l'engagement aux accords de Riyad 2013-2014 et l'engagement surtout au résultat du sommet américo-arabe qui a eu lieu à Riyad. Aujourd'hui, Donald Trump, il paraît selon les experts qu'il penche plutôt côté saoudien, attendant toujours la réaction de la Turquie et la réaction de l'Iran, qui sont les alliés du Qatar, non seulement pour le gaz naturel liquéfié, mais aussi pour d'autres raisons. C'est ce que nous allons donc savoir ce soir avec notre invité. Nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants Dr Mustafa Moussa, président du parti d'Al-Rad, et peut-être nous aurions quelques interventions en ligne avec nous. Donc, commençons l'émission de Direct avec un premier compte rendu sur le communiqué d'hier qui a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères en Égypte, M. Sameh Choukri. Et donc, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont donc déploré cette réponse négative du Qatar à leurs conditions pour mettre fin à la crise, en fait, et annoncer donc le maintien des sanctions contre Doha. En conférence de presse, Sameh Choukri a affirmé que cette réponse reflétait un manque de compréhension et aussi la gravité de la situation. Selon Choukri, les 4 pays donc ont convenu à tenir une prochaine réunion, toujours la même réunion avec les 4 ministres, mais cette fois-ci elle sera à Manama. La date n'a toujours pas été précisée. Un compte rendu de Rim Samir sur la crise du Qatar. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu il y a un mois avec Qatar qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et d'entretenir des relations trop étroites avec l'Iran, grand rival de Riyad au Moyen-Orient. Ils ont imposé à Doha des sanctions économiques. L'Arabie Saoudite fermant sa frontière terrestre avec le Qatar est la seule de l'Émirat.
Pour mettre fin à cette crise, les 4 pays avaient adressé au Qatar une liste de 13 demandes, réclamant entre autres la fermeture d'une base militaire turque et la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera, qu'il juge trop agressive, et de réduire ses relations avec l'Iran. Le Qatar avait refusé ces exigences lundi dans un message au Koweït, qui joue le rôle de médiateur. Hier, au Caire, les chefs de la diplomatie saoudienne, égyptienne, émirati et bahreïni ont exprimé dans un communiqué leur regret face à la réponse négative du Qatar. Lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères Samah Choukri a déclaré que la réunion s'est soldée par 6 principaux piliers, dont l'engagement total des pays concernés à combattre le terrorisme sur toutes ses formes, l'arrêt immédiat de l'incitation à la violence, l'engagement total des résolutions des accords de Riyad de 2013 et 2014, l'engagement total des résultats du sommet arabo-américain et l'interdiction totale de toute ingérence dans les affaires internes de chaque pays. La prochaine réunion aura lieu à Manama. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a lui affirmé que les sanctions contre le Qatar seraient maintenues et a prévenu que d'autres mesures pourraient suivre. C'était aussi un compte rendu de notre collègue Sally Hamed qui vous a été présenté. On passe donc à un deuxième récit ou compte rendu sur la situation sur le terrain en Libye. À rappeler aussi, chers téléspectateurs, qu'hier, avant-hier, non seulement les 4 pays, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn, accusent le Qatar de parrainer le terrorisme international, mais aussi la Libye. La Libye, en fait, par la voix du porte-parole de l'armée nationale libyenne, monsieur le maréchal Ali Meslemeni, ou le colonel plutôt Ali Mesmeri, qui était ici en Égypte lors d'une conférence de presse. Il a affirmé qu'il avait des informations confirmées et très affirmatives que le Qatar était impliqué dans son rôle de parrainer le terrorisme, surtout en Libye, avec des informations confirmées de sa part. Donc, non seulement les 4 pays s'ajoutent aussi la Libye, mais aussi d'autres îles qu'on a pu aussi lire leur affirmation à boycotter le Qatar. Toujours, puisqu'on parle de la Libye, chers téléspectateurs, sur le terrain, une dernière déclaration du commandant général des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar, qui a annoncé hier que la libération totale de la ville de Benghazi de terroristes. Et donc, il a annoncé cette libération totale après plus de 3 ans de combats meurtriers. C'était au cours du printemps 2014 que le maréchal Haftar avait lancé sa large opération qu'il a appelée Dignité pour reprendre la ville de Benghazi, bastion de la révolution libyenne de 2011 et qui était alors tombée aux mains des terroristes. Un compte rendu Sally Hamed et Rim Samir. Après une lutte continue contre le terrorisme et ses agents qui a duré plus de 3 ans, nous vous annonçons la libération de Benghazi du terrorisme. Une libération totale, c'est ce qu'a déclaré mercredi le maréchal Haftar dans un discours à la télévision. La Libye est livrée au chaos depuis la chute de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi en 2011. Au cours du printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé une opération qu'il a appelée Dignité pour reprendre la ville de Benghazi, bastion de la révolution libyenne de 2011 qui était alors tombée aux mains des terroristes. Parmi les groupes armés actifs dans cette deuxième ville de Libye figurait le Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices terroristes comprenant notamment des membres présumés de l'organisation Daesh et d'Ansar al-Sharia, un groupe proche d'Al-Qaïda qui a annoncé sa dissolution fin mai. Dans son discours, le maréchal Haftar a rendu hommage aux caravanes de martyrs tués dans les combats contre les terroristes, ajoutant que Benghazi est entré aujourd'hui dans une nouvelle ère de paix, de sécurité. Midi Pile, une émission de divertissement tous les jours à midi pile sur Nile TV. Midi Pile, c'est une émission où on parle de sport, de santé, de tourisme ou de culture. Midi Pile, l'émission différente de Nile TV.
c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Bonjour chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir avec nous ce soir Dr Moustapha Moussa, président du parti d'Al-Rad. Bonsoir. Dr. Bonsoir. Donc en fait hier on avait entamé une émission directe concernant cette conférence de presse hier. Aujourd'hui on porte plutôt une analyse en fait de la situation entre le Qatar et entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et les autres aussi pays qui se sont rangés à côté de ces 4 pays avec les 13 demandes, bien sûr, pour beaucoup d'accusations, incitation à la violence, Qatar qui parraine le terrorisme international. Commençons tout simplement par une question. Qu'est-ce qui a provoqué en fait pas ce désaccord, mais ce malentendu entre le Qatar et pourquoi donc qu'est-ce qui a abouti en fait à arriver à un tel point? Bon, à mon avis, le Qatar, c'est un élément. C'est un élément qui est bien utilisé pour provoquer l'entourage. La question, il ne faut pas oublier l'Iran et la Turquie. Oui. Ce sont les grands joueurs dans cette situation-là. Et le Qatar, c'est un petit pays. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de possibilités. Et c'est un provocateur, si vous voulez. Donc, à mon avis, la punition, ou bien ce qui s'applique actuellement contre le Qatar par les 4 pays majeurs, c'est une question d'envoyer le message très fort à l'Iran et à la Turquie. Parce qu'il y a une des situations, des conditions des 13, c'est de bloquer la base Turquie qui est... La base turque, oui. Donc, à mon avis, c'est le Qatar et son président, son roi Tamim, son prince, n'est pas à la mesure, n'est pas à la grandeur de nos présidents. Il n'est pas à la grandeur du président Sisi ou bien du roi Salman. Il est trop lointain de ça.
Donc aujourd'hui, on se combat. Quels ont été en fait, Dr Moussa, les instruments sur lesquels a dépendu le Qatar? Si le Qatar aujourd'hui est un très petit pays, si le Qatar n'a pas un rôle vraiment solide en fait dans la région, en fait au Moyen-Orient, surtout après que l'Égypte ait aujourd'hui prouvé encore une fois son retour sur la scène, et bien sûr l'Égypte parrainée et louée aussi par les dirigeants américains, par plusieurs présidents en fait, lors des visites du président Al-Sisi à l'étranger, lorsqu'il l'a même reçu ici. Quel était aujourd'hui le rôle du Qatar? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a des instruments. Il parraine le terrorisme international, il incite à la violence à travers sa chaîne et bien sûr sous les tables il y a beaucoup d'accords, si on parlait de gaz naturel liquéfié avec l'Iran, avec la Turquie, beaucoup d'autres choses. Mais son seul instrument pour le Qatar était quoi? Bon, le financement? Le Qatar est puissant et fort financièrement à cause du gaz naturel. Donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils ont utilisé le jeu de fonds et de la monnaie à aboutir à des résultats qui ont été téléguidés par l'Iran et la Turquie. Donc, à mon avis, il ne faut pas considérer le Qatar qui est il n'est pas un joueur. Le Qatar est un élément utilisé par les grands joueurs. Donc, l'Égypte, par exemple, est devenu un des grands joueurs actuellement. Nous avons toutes les possibilités. Nous avons réparti toutes les relations avec tout le monde actuellement, avec l'Amérique, l'Europe, les pays arabes. C'est tout à fait différent que depuis le démarrage du président Sisi. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les relations sont tout à fait proches avec nous, sauf le Qatar et l'Iran et la Turquie, si vous voulez. Mais avec tout le monde... Les informations sont confirmées de l'implication du Qatar pour financer, pour entraîner les cadres terroristes. Une implication non seulement de la part d'un seul pays, de l'Égypte, mais de la part de la plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe à côté de l'Égypte. Mais le Qatar, c'est une base, c'était toujours une base même américaine, si vous voulez. Il y a la base américaine qui se trouve au Qatar, et une base très importante. À mon avis, ce qui se passe actuellement, la visite du président Trump en Arabie Saoudite, ça va changer les situations totalement. Il y a des contrats qui ont été signés avec 500 milliards de dollars pour l'armement de l'Arabie Saoudite. Et ça veut dire qu'ils ont les intentions de prendre la situation des bases qatariennes pour l'Arabie Saoudite et avec l'Égypte pour faire des résultats tout à fait différents. Donc il y a des planifications qui vont se passer très bientôt. Mais à mon avis, c'est une question de propagande plus importante que la réalité. Le Qatar n'a pas les possibilités de combattre les pays arabes, n'a pas les possibilités de refuser ce qui va être imposé sur le Qatar. Mais il faut être très méfiant parce que nous n'allons pas rentrer en guerre avec l'Iran, ni avec la Turquie, ça ne se passera pas. Mais c'est une question de balance de pouvoir, si vous voulez, et de force. Nous allons actuellement, bien l'Égypte maintenant, il prend le rôle du leader dans le combat du terrorisme dans toute la région, que ce soit la Libye ou bien au Qatar ou bien n'importe où au monde. Nous avons un rôle très important maintenant, c'est pour cela que l'Égypte est bien vue actuellement par tous ces pays-là, par l'Amérique, par l'Europe, parce que nous avons vraiment pris des décisions d'être un protecteur et un combattant contre le terrorisme. Et ça, c'est des grandes valeurs pour le peuple égyptien, même si on souffre économiquement actuellement, mais à mon avis, ça va se réparer très bientôt, et à cause de notre combat contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que le Qatar, il lui a beaucoup déplu en fait ce sommet qui a eu lieu à Riyad, entre ce sommet arabo-musulman américain à Riyad, et les conclusions de ce sommet qui ont surtout pointé du doigt le Qatar et l'Iran? Bien sûr, mais c'est ce qui se passait dans ces réunions-là. Le Qatar a été refusé par tout le monde, juste en Arabie Saoudite. Donc les décisions ont été prises internationalement. L'Amérique, avec Donald Trump,
avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, avec les autres pays arabes, ils ont pris les décisions d'éliminer le Qatar. Éliminer le Qatar ou bien éliminer le régime du Qatar. Parce que le peuple qatarien n'est pas un peuple ennemi. Non, ce sont des frères. C'est des frères, exactement. Les Qataris sont nos frères. Exactement. Donc on n'a pas de problème avec le peuple qatarien. On a un problème avec le régime qatarien. Le régime, oui. Et dans ce cas-là... La politique. Oui, exactement. Politique, oui. Et même si l'Arabie Saoudite a pris une décision majeure, alors ils sont à une demi-heure de vol, ou bien de... Donc, si l'Arabie Saoudite, avec les autres pays arabes, ils ont pris cette décision, et l'Égypte y compris, donc c'est une question très claire que le Qatar est un élément, il a été pris pour jouer avec les régimes iraniens et la Turquie. Donc, à mon avis, ça va se terminer très bientôt. Avec les décisions qui ont été prises, oui. je crois que le Qatar va reprendre en arrière et très bientôt. La question du gaz naturel, Dr Moussa, comment vous voyez cette question aujourd'hui, surtout après ce blocus sur le Qatar, surtout après ce changement des données, en fait, du jeu géopolitique? Oui. Bon, on va pas, c'est pas caché. L'Égypte maintenant va avoir des ressources de gaz l'année prochaine très importantes, aussi grands et plus grands que le Qatar. La Syrie aussi. Donc je pense qu'à un certain moment, nous allons avoir des rentrées financières par le gaz naturel qui va être vraiment créer une balance très importante contre les rentrées financières du Qatar. L'Égypte deviendra un pays riche très bientôt. Ah oui, importateur aussi. Exactement. Oui, à l'arrivée 2019-2020 maximum. Exactement. Oui. Donc c'est ça, c'est un des éléments qui gênent les autres, si vous voulez. Parce que, la Turquie surtout. La Turquie, le Qatar, tout le monde, parce qu'ils veulent que l'Égypte soit pauvre, un pays pauvre. Et maintenant que l'Égypte va être un pays riche bientôt, avec les pouvoirs et les forces égyptiennes et la population égyptienne. Est-ce que l'Iran, Dr Moussa, l'Iran empoche aussi avec le Qatar sous les eaux du Golfe Persique Oui, l'Iran a la capacité et la possibilité de prendre tout le Golfe dans 48 heures. Donc ça, c'est pas la question qui nous gêne. Que veut-on dire par prendre? C'est-à-dire, s'ils veulent rentrer à Dubaï, à l'Émirat, le Qatar, ils ont les pouvoirs, les possibilités et les forces. Mais ils sont des voisins. Les grands investissements à Dubaï et partout, c'est des investissements iraniens aussi. Donc ils vivent ensemble. Ils ne sont pas des ennemis. Mais ils utilisent la politique en même temps. Il n'y a pas une gêne entre nous et l'Iran et tout le monde. Mais il y a des tactiques politiques, si vous voulez. Donc, à mon avis, c'est une question de peser les choses proprement. Notre problème, c'est la Turquie plus que l'Iran, à mon avis. On va revenir à ça de suite, mais on a en ligne avec nous mademoiselle Marwa Aleh. Vous êtes chercheur en politique étrangère, mademoiselle Marwa? Ah oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Chercheur, vous êtes chercheur dans les affaires politiques? Ah oui, bien sûr. D'accord. Mademoiselle Marwa, justement, on a le plaisir de recevoir avec nous Dr Moustapha Moussa, qui est président du parti d'Al-Rad, et on parlait aujourd'hui d'une analyse de la situation après le communiqué hier des ministres des Affaires étrangères, Égypte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, après bien sûr le refus très attendu de la part du Qatar des 13 demandes qui ont été soumises. Comment, mademoiselle Marwa, vous pouvez lire aujourd'hui la situation ou la scène? À quoi vous vous attendez lors peut-être de la prochaine réunion de ces ministres à Manama et dont la date n'a toujours pas été précisée? Premièrement, dès le début, je crois que dès le début de la crise, Qatar a choisi de résister en rejetant toutes les accusations des 4 pays et en se tournant vers l'Iran et la Turquie, les 2 rivales de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, si on peut dire. Et cela était totalement clair dans les déclarations des responsables qataris qui ont refusé de se plier à la liste des exigences des 4 pays. Après la réunion d'hier, je crois que il y en a
que Qatar peut-être est menacé de nouvelles sanctions par l'Égypte et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et cette fois, les mesures supplémentaires imposées contre Doha vont inclure le secteur bancaire, le secteur d'investissement et peut-être de la production et l'exportation de gaz. Mais quand même, à mon avis, ce choix va ouvrir la porte devant l'extension de la rôle de l'Iran et la Turquie dans le Moyen-Orient. Et d'autre côté, va fracturer le Conseil de coopération du Golfe. Et c'est l'unique organisation politique et économique régionale. Et à mon avis, cela est l'une des causes principales du ralentissement de la réplique du front anti-Qatar, si on va le nommer. Ça veut dire l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et l'Émirat et le Bahreïn. Comment va être, mademoiselle Maroua, comment va être la réaction donc de la Turquie et de l'Iran aujourd'hui? L'Iran a déjà acheminer les médicaments et beaucoup de denrées dont le Qatar avait besoin à travers le pont aérien entre les deux. Donc de suite, et la Turquie avait aussi réagi de suite et refusé immédiatement qu'elle n'avait aucune intention en fait de fermer la base militaire turque. Je n'entends pas bien, pardon. Pardon? Je n'entends pas bien. Ah, vous m'entendez pas? Là, oui. Vous m'entendez? Non, je veux dire la réaction comment voyez-vous la réaction de la Turquie et de l'Iran, puisque aussi la Turquie de suite, même après la décision de ces demandes, même avant de soumettre les demandes des pays arabes concernés par la crise avec le Qatar, la Turquie a de suite affirmé qu'elle refusait totalement de fermer sa base militaire et l'Iran de suite a ouvert le pont aérien et acheminé de suite les médicaments et ce dont tout le Qatar a besoin. La réaction était, je veux dire, très rapide. Aujourd'hui, que peut-on attendre donc encore une fois de la part de la Turquie et de l'Iran envers le Qatar? Le Qatar va-t-il commencer à étouffer? Je crois que ce sont simplement des paroles, mais il n'y a pas des actions sur Terre. C'est mon avis, parce que je crois que l'Iran et la Turquie va compléter de supporter ou de soutenir Qatar. Oui. Il n'y a pas d'autres rôles. Vous pensez que ce sont seulement des déclarations de la part de la Turquie et de l'Iran? Ah oui. Pas de provocation, vous voulez dire? Ah oui. D'accord. Merci infiniment, mademoiselle Maroua Alef. Vous êtes chercheure dans les affaires politiques. Merci infiniment pour votre intervention. De rien. Merci. Docteur Moussa, j'avais aussi une question à vous poser. Hier, le timing de l'entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président Al-Sisi avant l'annonce de ce communiqué qui a été lu par le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Choukri. L'entretien, après cet entretien téléphonique, Trump, sur toutes les dépêches et sur tous les liens, en fait, on a lu que Trump, encore une fois, a répété, insisté à ce qu'il faut de suite arrêter les pays qui incitent à la violence et qui financent le terrorisme et les cadres terroristes. Et donc Trump était vraisemblablement très déterminé à pointer du doigt, encore une fois, implicitement que ce soit ou explicitement le Qatar. Le président Trump, à mon avis, il est bien décidé de prendre toutes les mesures et toutes les approches possibles pour confronter le terrorisme. Et c'est pour cela qu'il compte beaucoup sur l'Égypte. Il compte beaucoup sur notre rôle militaire, notre rôle dans la zone. Et il était tout à fait très clos avec le président Sisi. Et je pense qu'il y a des communications qui se passent tout le temps entre lui, le roi Salman et le président Sisi, bien sûr, pour pouvoir corroler les efforts ensemble pour combattre le terrorisme, qui est le premier problème de l'Amérique, si vous voulez. Oui. Et donc, c'est pour cela qu'on est bien vu, parce que nous souffrons aussi la même chose. Dans nos pays, nous avons perdu tellement de gens, tellement de gens qui ont été tués ici dans l'Égypte à cause du terrorisme. Donc, à mon avis, nous avons le même problème avec l'Amérique et l'Europe. Et c'est pour ça qu'on est tout à fait... Combattre le terrorisme. Exactement. Ça, c'est la première phase que tout le monde est tout à fait d'accord ensemble. Donc, les approches du président Trump avec le président Sisi sont très naturelles.
Et je pense que ça viendra en plus, de plus en plus, avec de situations, de corréler tous les efforts ensemble, militaires, financiers et tout le reste, pour combattre ce point-là, même s'il faut aller jusqu'à Qatar et faire des attaques dans tous les camps de traînage qui sont là-bas. Oui. Mademoiselle Maroua avait affirmé il y a quelques instants, Dr Moustapha, que, à son avis personnel, on répète encore une fois que c'est un avis personnel, de nouvelles mesures telles qu'un alourdissement des sanctions économiques qui pourraient peut-être étouffer aussi le Qatar. À votre avis, non seulement les sanctions, mais que devraient être les nouvelles mesures que vont prendre ou entreprendre les 4 pays? Je ne sais pas, je crois que c'est un peu lointain parce qu'on parle d'un pays très riche, un pays qui est soutenu avec 2 pays très riches. Et il y a des intérêts économiques dans tout le monde. Oui. Il y a des investissements, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, si vous voulez. Même le Qatar, il a des investissements en Allemagne, en Europe, partout. Donc ce n'est pas une question de le faire étouffer. Oui, mais quand un pays qui est bloqué économiquement et politiquement, les liens diplomatiques, d'accord, mais économiquement avec des sanctions et avec des passages terrestres et passages maritimes qui sont aussi fermés. Mais est-ce que c'est une punition pour le peuple qatarien ou une punition pour le régime qatarien? Donc, ce n'est pas une punition puisque l'Iran a de suite acheminé en fait à travers son pont aérien des médicaments et la nourriture nécessaire. Bien sûr, ok. Et même, à mon avis, si vous voulez, la réalité, s'il y a un problème vraiment de médicaments et il y a un peuple qui souffre, il faut que tout le monde l'aide, même l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la question, le peuple c'est une chose et le régime c'est une autre chose. Donc, à mon avis, que la question du régime qatarien, c'est notre problème, ce n'est pas le peuple qatarien. Donc, les mesures que vous voyez ne sont pas toujours... on est un peu très loin, en fait, de il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas étouffer un peuple, il ne faut pas toucher les médicaments, le support. Ça, c'est une chose, humanité, il ne faut pas la toucher. Il faut regarder les choses contre le régime qui est vraiment le grand problème. Oui. Pourquoi les experts, Dr Moustapha, affirment que la Turquie et l'Iran ont reçu des signes contradictoires de la part de l'administration de Donald Trump? Après, surtout, cette... Contradictoire contre ce qui se passe actuellement? Non, non. De la politique de l'administration de Donald Trump. La Turquie et l'Iran, surtout, ce sont j'ai lu, en fait, un article ou une dépêche. Plutôt. Oui, mais il ne faut pas oublier que le régime de Donald Trump, au départ, était une chose, et actuellement, c'est une autre chose. Et ce qui viendra, peut-être, ça va être une troisième chose. Donc, le démarrage de Donald Trump n'était pas bien vu par l'Amérique, pas tout le monde extérieur. Mais il a prouvé qu'il a fait des mouvements très importants politiquement, très intelligents. La première visite qu'il a faite à l'extérieur, c'était pour l'Arabie Saoudite. Il a essayé d'approcher les gens ensemble. Il était dans la conférence islamique. Donc, il faut voir ce monsieur d'une autre façon. Il a fait une combinaison entre la politique et l'économie, si vous voulez. C'est un homme d'affaires, il a bien vu les choses d'une autre façon, et c'est pour cela qu'il a fait une très bonne approche actuellement, avec tout le monde, par exemple. Pas seulement... Cette approche, est-ce à cause de l'irritation américaine de l'Iran? C'est une des choses, mais à mon avis, c'est plus lointain que ça. Son approche, si vous voulez... il y a des problèmes économiques internes en Amérique. Et son voyage, et ce qu'il a réussi à apporter des milliards et des milliards de dollars pour l'Amérique, pour faire fonctionner les usines, il a donné une sorte d'espoir aux usines, aux hommes d'affaires américains. C'est pour cela qu'il a été vu différemment pour le moment, pour la deuxième phase maintenant. Donc il a fait une très bonne approche. Les pays arabes sont très contents que l'Amérique soit en support pour le moment. Il y aura beaucoup de coopération. Notre problème, l'Iran, et l'Iran, à mon avis, il n'a pas le tactique d'attaque. L'Iran veut faire démontrer ses forces nucléaires que tout le monde connaît. Mais l'Iran cherche à dire n'essayez pas de m'approcher. Je suis très fort.
Mais c'est ça, il ne va jamais penser à attaquer. Oui. C'est pas comme la Turquie. La Turquie, c'est pour ça qu'on appelle l'Iran la source ou la puissance plutôt souple et la Turquie rigide, la puissance rigide. Oui. Oui. Oui, et aussi l'Iran utilise beaucoup plus les religions, l'islam, si vous voulez, comme interne. La Turquie, ils sont un peu agressifs. C'est un régime qui est capable de faire des attaques directes. Ils prennent des avions et aller, si vous voulez. Oui. Ce qui n'est pas le cas de l'Iran, si vous voulez. Oui. Mais il y a des approches islamiques ensemble. Ils ont des espoirs très importants ensemble. Nous ne voulons pas être nous, comme peuple égyptien, comme peuple saoudien, ne veulent pas souffrir de leurs intentions et leur vision lointaine, si vous voulez. Oui. Docteur Moussa, si on regardait les demandes qui ont été soumises, parmi ces demandes, la fermeture de la chaîne satellitaire d'Al Jazeera, oui. L'arrêt immédiat du financement du terrorisme et plusieurs autres demandes qui ne sont pas toujours assez claires aussi. Je n'ai pas eu une copie de ces 13 demandes, mais oui. Selon le communiqué hier, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, il a surtout mis en exergue hier, il a répété à plusieurs fois que arrêter de financer le terrorisme et s'engager à ne pas de plus inciter à la violence. Ces demandes, si on parlait de la fermeture de la base turque, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on oui. parlera de ce dossier Turquie, oui. Égypte ou Turquie plutôt et Qatar, mais la fermeture de la chaîne satellitaire Al Jazeera, qui est une voie pour les Qataris et pour le monde en fait, une chaîne qui est puissante qui est bien financée par le Qatar, mais qui a aussi joué un rôle d'incitation très clair à la violence. Oui. Est-ce que toutes ces demandes qui auraient la prérogative que ces demandes soient soumises à la table du Conseil de sécurité, par exemple? Oui, les 13 demandes sont logiques, si vous voulez. Il y a des choses qui sont très importantes à déterminer, à finir et à imposer. Mais à mon avis, la question de la fermeture de la chaîne Jazeera, ça démontre, mon avis personnel, une sorte de faiblesse internationale. Parce que pourquoi pas l'Arabie Saoudite avec l'Égypte, avec le Qatar, le Bahreïn, avec le Bahreïn, les Émirats, ils ne font pas une force d'une chaîne très importante, plus importante que la Jazeera, et commencer à faire des contre-relations. Oui, mais Al Jazeera, elle s'est surtout... elle a dépendu sur les informations falsifiées, sur les informations qui ne sont pas vraies. Oui. Al Jazeera a incité à la violence. Al Jazeera, avec beaucoup de preuves, en fait, ces informations n'étaient pas des informations confirmées, elles étaient fausses, basées sur... Bien sûr, tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais à mon avis, je crains que si on ferme Jazeera, on impose la fermeture de Jazeera... Qui a le droit de la fermeture de cette chaîne ? Qui a, ou plutôt qui a la clé en fait la question pourrait-elle être soumise en fait? C'est très vague parce que est-ce que vous pouvez aller par exemple si l'Iran demain fait une chaîne comme la Jazeera, vous allez aller la fermer là-bas? Comment? Tant que le nucléaire, tant que les satellites sont là dans tout le monde, c'est très difficile à fermer. Il y a beaucoup d'approches dans ce niveau-là. Mais à mon avis, il faut faire une chaîne plus importante que Jazeera. Nous avons les fonds avec l'Arabie Saoudite et les autres pays et commencer à faire des contre-attaques et des contre-situations qui rentrent dans le cerveau des gens. Parce que là, peut-être en parallèle aussi avec des... Il faut faire tout ce il faut faire des actions contradictoires à ce que Jazeera fait. Mais fermer la Jazeera, demain ils vont ouvrir une autre chaîne et après une troisième chaîne. Mais à mon avis, il faut l'attaquer directement air to air, si vous voulez. Nous avons des gens très qualifiés, nous avons des expériences. Et à mon avis, il faut utiliser tout ça avec tous les fonds pour opposer à Jazeera. D'accord. Mais pas la fermer, l'opposer. Oui, d'accord. Ouais. Aujourd'hui aussi, on a lu, Dr Moussa, que l'Union européenne avait un ton très sévère à l'égard des réformes constitutionnelles qui ont été
pas encore adoptées, mais qui sont en cours chez Erdogan, en fait, en Turquie, et qu'elles menaçaient toujours l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. À l'Union, en fait, oui. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut faire exactement, Erdogan? Parce qu'on parle toujours de cette situation. On essaie aujourd'hui un peu d'analyser la situation d'une perspective un peu plus grande au Moyen-Orient. Et comment, en fait, la crise du Qatar va-t-elle influencer la situation au Moyen-Orient en général? Bon, il ne faut pas oublier que la Turquie voulait être membre du Parti européen avec... elle essaie toujours, mais elle essaie toujours, apparemment. Oui. Donc ça, c'est une question qui est un peu gênante pour la Turquie. Mais à mon avis, il est très difficile que la Turquie puisse réussir avec son fanatisme islamique de pénétrer l'Europe et être avec l'Europe en bonne communication. Parce que l'Europe, ils ont souffert par le terrorisme. Ils savent très bien que la question du terrorisme, ça vient de la Turquie, ça vient de l'Iran. À mon avis, Qatar, c'est un joueur seulement. Donc, l'Europe n'est pas tout à fait content ni heureux de ce qui se passe par la Turquie et toutes les possibilités qu'ils essayent de faire pour s'amalgamer avec l'Europe. Et ça va pas, ils ne vont pas réussir à ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce domaine-là. L'Europe ne va jamais être un alliant avec la Turquie. L'Europe a bien souffert du terrorisme de la Belgique, la France, ce qu'on a vu récemment. Donc, ils sont très fermes dans ce domaine-là. D'autre part, on ne va pas donner à Qatar une dimension plus grande, plus importante avec son régime. Et à mon avis, il est dans la voie de s'éliminer parce que le monde entier n'est pas content, n'est pas heureux avec cette situation. Et la Turquie et l'Iran ne vont pas perdre ni l'Amérique, ni le monde arabe, ni les autres. Ils vont faire une balance sûrement pour rentrer une autre fois dans le jeu politique, si vous voulez. Qui, à côté du Qatar, est impliqué dans le financement de parrainer le terrorisme international? Personne, bien sûr, aucun pays n'a toujours été pointé du doigt, mais le jeu est aujourd'hui un peu plus ouvert et plus clair. Si le Qatar, comme vous l'avez affirmé en fait, que le Qatar était seulement une passoire ou un élément, il y aurait aussi d'autres pays qui pourraient être impliqués en... à mon avis, les pays sans qui pointer sont... les pays, bien sûr, mais comme une vision de votre part. À mon avis, il y a des intérêts financiers. Et il y a beaucoup de... Ils vont sucer les fonds du Qatar, en fin de compte. Que ce soit l'Amérique, l'Europe, tout le monde. Donc, ils peuvent les convaincre d'une chose, mais la réalité va être une autre chose. Mais en fin de compte, le Qatar va perdre ses fonds vraiment s'il continue à ce jeu-là. Docteur Moussa, une des dépêches aussi qui a parlé du nouveau poste du fils du roi Salman, qui est le roi Salman d'Arabie Saoudite, oui, qui a émis de ses fonctions l'émir Naïf. Et on parlait du rôle, du futur rôle ou du prochain rôle du roi Mohammed Ben Salman, qui était aussi ministre de la Défense. Et dans une des dépêches, sans pointer quiconque, en fait, on parlait, ou plutôt dans un article francophone, on parlait que le roi, le fils du roi, au fait, pourrait aussi avoir joué un rôle dans... à la lumière ou dans le cadre de ce boycott économique et politique de la part de l'Arabie Saoudite, sans aucune ingérence, comme on a parlé hier, et le ministre Sameh Choukri a affirmé hier, aucune ingérence étrangère dans les affaires internes de chaque pays. Bon, il ne faut pas oublier que la jeune génération des princes, comme le prince Mohammed, ils ont été éduqués en Amérique, ils ont une éducation tout à fait différente. Et ça a peu été une raison du changement du système saoudien pour l'héritage, si vous voulez. C'est seulement juste un système interne, vous voulez dire, à l'intérieur du royaume, ça n'a rien à voir avec... Oui. Ils ont éliminé les frères, d'hériter par les frères, le royaume. Donc c'est une question interne, question interne à l'intérieur du royaume qui n'a rien à voir avec
De plus, l'éducation. Ils ont une éducation très avancée, les jeunes princes. Prince Mohammed est très éduqué, très capable. Donc, je pense que c'est une nouvelle vision pour l'Arabie saoudite au niveau du régime qui était critiqué tout le monde. Tout le monde critiquait le système du régime des frères, les dépenses anormales et tout ça. Du nouveau sang, vous voulez dire, dans la famille, oui, je pense que ça viendra, ça va changer beaucoup de choses. Et ça ne veut pas dire que c'est un régime des jeunes qui est très capable, mais ils ont besoin d'être téléguidés aussi. Mais ils ont de bons pensées. Et je pense qu'ils essaient de faire des bonnes approches avec tous les régimes actuels. D'accord. Normalement, une prochaine réunion devra avoir lieu à Manama, à Bahreïn, avec les mêmes ministres des Affaires étrangères. La date n'a toujours pas été précisée, mais à votre avis, comment ou quand pourrait, ou après quoi vous pourrez avoir cette réunion, ou dans combien de jours? Moi, je pense que ça va être rapide, parce que les décisions qui ont été prises hier et tout ce qui se passe, il faut prendre des résultats très bientôt. Et cette réunion à Manama qui va prendre lieu, je pense que ça va être une réunion décisive pour savoir quelles sont les situations de Qatar et qu'est-ce qu'elle va faire, si vous voulez. Si elle revient en arrière, si elle exécute les 13 points, ou bien elle refuse. Et là, ça va être beaucoup de changements internationaux. Vous pensez que le Qatar va un peu temporiser, va un peu piétiner Oui, je pense qu'ils vont retourner sur des points qui vont donner des satisfactions à notre côté. Ils vont essayer de laisser le Gezira, par exemple, avec des promesses de bien gérer. Il y aura des choses. Ces promesses, en fait, elles ont été faites, Dr Moussa, en 2014 par l'émir du Qatar. Mais c'est différent. Et rien n'a été appliqué. Maintenant, c'est la guerre. C'est différent. Parce que maintenant, c'est une question de challenge, une question de défi. Et si le Qatar ne va pas accepter, ne va pas gérer son système proprement, ils vont tout perdre. Donc, c'est tout à fait différent maintenant. Donc, vous pensez qu'ils vont un peu commencer à céder, mais très légèrement? Non, à mon avis, ils vont céder sur les 13 points, mais avec des modifications, des modifications sur quelques-uns de ces points-là. Mais la majorité, ils vont accepter. Et pourquoi n'a-t-on pas toujours lu de déclarations de la part de l'Iran et de la Turquie depuis hier, depuis l'annonce de ce communiqué Parce qu'ils ne sont pas... eux, ils ne montrent pas qu'ils sont partenaires. Ils démontrent qu'ils font un support. Jusqu'à maintenant. Mais s'il y a une guerre avec le Qatar, est-ce que la Turquie va rentrer en guerre, l'Iran? Non. Donc, ils sont en support, ils vont essayer de trouver les solutions aussi logiques pour les imposer sur le Qatar aussi. Et le Qatar ils vont suivre ce chemin-là. Et formellement, Dr Moustapha, une dernière question. Est-ce que, officiellement plutôt, est-ce qu'aujourd'hui peut-on confirmer que le Qatar est en dehors du Conseil de coopération du Golfe avec ce boycott ou ce blocus, ce boycott économique et politique de la part de Bahreïn, de la part des Émirats ou pas? Je pense que le boycott n'est pas un boycott très précis actuellement. Ouais. C'est un chantage ou bien si vous voulez, c'est une question de warning au niveau du Qatar. Mais si le Qatar va continuer ce chemin-là, bien sûr, il y aura quelque chose, mais qui va... Le concret, vous voulez dire, il n'y a toujours pas de... C'est la population qui va souffrir, c'est pas parce que leurs fonds, leur argent, leurs investissements, et partout au monde. Ils sont pas, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est pas en... C'est au Qatar. Ouais. D'accord. De toute façon, personne ne voudrait ou personne ne voulait parler de guerre. De toute façon, en cette ère, cette nouvelle génération, la guerre est plutôt froide et très médiatique et non pas une guerre comme les guerres qu'on avait vues. En tout cas, merci infiniment, Dr Moustapha Moussa, vous êtes président du Parti des Louaves. Merci infiniment en fait, pour ces informations précieuses aujourd'hui. Jusqu'à présent, Al-Rad. Ça finit par un B finalement. Ouais. Merci infiniment pour cette analyse. En fait, on a essayé donc, chers téléspectateurs, de faire une petite analyse sur la situation au Qatar et en attendant de toujours de nouveau communiquer la prochaine réunion. Merci, Dr Moustapha. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition de Direct. Merci à tous et merci à toute l'équipe d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vous propose de suivre un compte rendu sur la situation
avec le président Maduro au Venezuela, avec les partisans de ce président, en fait, Nicolas Maduro, qui ont séquestré depuis 9 heures des députés et des journalistes depuis hier, après avoir violemment pénétré dans l'enceinte du Parlement, unique institution du pays contrôlée par l'opposition. 7 personnes ont été blessées parmi les élus. Compte rendu sur la situation au Venezuela avec nos collègues Salih Ahmed et Rim Samir. Merci à tous et à demain. Les partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro ont séquestré pendant 9 heures des députés et des journalistes mercredi, après avoir violemment pénétré dans l'enceinte du Parlement. Munis de boucliers, policiers et soldats, formaient un cordon à la sortie du Parlement, dans le centre de Caracas, à la tombée de la nuit, afin de séparer les personnes libérées des manifestants, dont certains s'étaient repliés dans les rues voisines. Ce piquet avait commencé après qu'une centaine de manifestants